Bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Cottage, je suis le référent espèces exotiques envahissantes au sein du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles. Je vais vous présenter aujourd'hui la stratégie espèces exotiques envahissantes qu'on met en place en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, il faut savoir qu'en France, en plus des textes communautaires comme la Convention sur la diversité biologique de 1992, dont la France est signataire, et des directives européennes et le règlement européen, la France s'est dotée en 2017 d'une stratégie nationale qui est portée par le ministère de l'écologie et qui a été créée avec différents experts, donc l'Office français de la biodiversité, le Muséum d'histoire naturelle, etc., etc. Il faut savoir que cette stratégie, elle porte sur les diverses régions administratives de la France. Et il y a justement un indicateur qui a été mis en place par l'Observatoire national de la biodiversité, qui est un indicateur de l'évolution des espèces exotiques envahissantes par département métropolitain. Et il faut savoir, comme vous pouvez le voir sur le graphe de droite, que depuis 1979, en fait, cet indicateur montre qu'il y a à peu près 6 espèces exotiques envahissantes de plus tous les 10 ans par département métropolitain. Alors face à ce constat, il a été donc justement décidé de monter une stratégie. Mais alors pourquoi monter une stratégie? Il faut savoir que l'objectif principal, c'est de mieux connaître et prévenir l'introduction d'espèces exotiques envahissantes pour favoriser la détection précoce et la réaction rapide. Parce que comme vous pouvez le voir sur le graphe de droite en bas, plus il y a une détection qui est précoce, plus les coûts de gestion liés aux espèces exotiques envahissantes seront faibles. Et donc, ce qui va permettre des réponses rapides. Ensuite, il faut pouvoir prioriser les axes stratégiques et en tenant compte des moyens humains et financiers, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes, et donc il faut hiérarchiser les enjeux pour savoir sur lesquels on va pouvoir agir. Et enfin, l'objectif après, c'est aussi de faciliter la mise en réseau des acteurs pour une meilleure synergie, et donc mutualiser les informations et mettre à leur disposition les ressources disponibles. Et donc, une fois que cette stratégie a été montée en 2017, en région PACA, il a été possible de créer une déclinaison de cette stratégie. Alors, il faut savoir que suivant les régions, en France, il y a différents porteurs de projets. Et en région PACA, il y a deux stratégies différentes. Il y a une stratégie faune qui est mandatée par la région Sud et l'État, qui est la DREAL, enfin un service de l'État, qui est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en PACA. Et donc, ils ont demandé à l'Office français de la biodiversité de créer une stratégie sur la faune. Et donc, il y a une liste d'espèces faunistiques qui est en cours d'élaboration, suivant des analyses de risques qui ont été étudiées par des scientifiques. Concernant la flore, depuis 2014, il y a une stratégie qui est opérationnelle et qui a été confiée en fait, aux conservatoires botaniques nationaux. Les conservatoires botaniques nationaux, en fait, ils ont 4 missions qui sont données suivant un agrément national, donc suivant le ministère de l'écologie. 4 missions principales qui sont donc déjà la connaissance de la flore de leur territoire d'agrément, ensuite la conservation de la flore donc in situ en s'appuyant sur la réglementation nationale, et aussi la conservation ex situ, quand c'est possible, par les banques de graines ou par la conservation en collection variétale. Il y a aussi donc les expertises auprès des services de l'État et des collectivités. Et enfin, la dernière mission qui nous est donnée par le ministère, c'est la communication et la sensibilisation. Et donc, les conservatoires botaniques nationaux, il y en a deux en région PACA, c'est le CBN alpin et le CBN méditerranéen. Et donc, ils ont pu créer une stratégie en 2014 qui est opérationnelle sur les espèces exotiques envahissantes. Alors, comment a été élaborée cette stratégie? Il faut savoir qu'il y avait deux questions principales à se poser. Donc, quand l'état des lieux régional a été créé, c'était quels sont l'état de la situation biologique, donc quelles sont les espèces qui sont présentes sur site et quels sont les acteurs qui les traitent. Alors, pour faire le diagnostic biologique, il y a donc une synthèse des connaissances qui a été opérée. Il y a aussi une méthodologie d'analyse des risques qui a été créée. Donc, cette méthodologie, elle se base sur 3 paramètres principaux. Donc, le recouvrement des espèces en région, la distribution spatiale de l'espèce en région et une analyse de risque qui a été publiée et qui étudie le risque de prolifération des espèces. C'est la méthodologie de Weber & Guth de 2004. C'est une analyse par scoring. On répond à un questionnaire, on donne un score et on a en fait à la fin
un risque de prolifération de l'espèce en région. Ensuite, il y a eu des expertises et des révisions qui ont été opérées et une validation scientifique par une institution en France qui est le CSRPN, donc le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui est donc régional en PACA, et donc chaque région a sa propre validation scientifique. Les résultats ont montré qu'en région PACA, nous avons 81% de la flore donc vasculaire terrestre et aquatique qui est indigène, ce qui est plutôt intéressant. 2% de cette flore qui est composée d'archéophytes. Donc, les archéophytes sont des espèces introduites avant une date de référence que nous, on a estimée à 1492. Donc, c'était la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, donc, ce qui permet d'enlever toutes les espèces du Nouveau Monde. Et il y a 3% d'espèces qui sont exotiques potentiellement envahissantes et 3% de la flore de PACA qui est exotique envahissante. Et donc, comme on peut le voir sur la cartographie de gauche, on voit que la vallée de la Durance est bien envahie, ainsi que tout le littoral méditerranéen, là où il y a les zones les plus urbanisées. Et donc, ça a permis de faire un état des lieux de la situation en région, et donc ce sont des données après que l'on met à disposition, notamment sur des sites internet tels qu'InvMed. Je vous en reparlerai après. La deuxième phase, c'était un diagnostic social. Donc, il a été fait en 2014 un bilan des actions réalisées sur ces espèces et une identification des perceptions de ces acteurs. Donc, via une enquête qui a été lancée et ainsi que des groupes de travail régionaux. L'objectif, c'était de créer un plan d'action qui existe actuellement, dont on est les coordinateurs, et qui est financé, qui continue à être financé donc, par la région et par les services de l'État. Alors, comment est mise en œuvre cette stratégie ? Donc, un des premiers axes, c'est l'amélioration des connaissances sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, l'objectif, c'est d'acquérir des connaissances, donc notamment des connaissances sur des données d'occurrence, donc où sont situées les espèces exotiques envahissantes. Donc, toutes ces données, nous les mettons sur une base de données qui est consultable publiquement, qui s'appelle la base de données Silentflore, qui est disponible sur Internet. Et on écrit à partir de ça aussi des fiches espèces, et des fiches espèces sur les espèces exotiques envahissantes, et notamment sur les méthodes de gestion qui sont préconisées. Et donc, c'est sur le site InvMed, là, vous pouvez voir une impresse écran. Toutes les données que nous mettons à disposition donc, font partie de notre réseau, du réseau des conservatoires de PACA, de nos partenaires, ainsi que des bureaux d'études, etc. L'acquisition de connaissances aussi, c'est un travail sur des groupes taxonomiques qui sont difficilement identifiables, notamment les opuntia. Il faut vraiment se pencher sur certaines espèces pour faire des différences spécifiques. Et donc, on essaye d'améliorer la connaissance sur certains groupes difficiles. Bien évidemment, comme le suggère la stratégie nationale, nous essayons de réviser les listes tous les 5 ans. La deuxième partie, c'est la prévention de l'introduction des espèces exotiques envahissantes. Donc, on essaye de participer à des groupes de travail pour éviter l'introduction et la prolifération de ces espèces en région, notamment le cas de l'ambroisie, par exemple, où on essaye de travailler avec différents acteurs, des acteurs de la santé, des acteurs du domaine de l'agriculture, etc., pour éviter leur prolifération. Aussi, la stratégie permet de suivre des stations émergentes et de participer à leur éradication rapide. Donc ça, c'est le cas, par exemple, d'Ambrosia trifida, l'ambroisie trifide. Donc c'est une espèce qui a été définie suivant la stratégie chez nous comme émergente. Et donc, une fois qu'il y a eu une détection précoce de réaliser, nous sommes allés sur site, nous avons fait un état des lieux. Et avec l'accord du propriétaire, on a pu participer à une réponse rapide, donc une éradication manuelle et qui est suivie dans le temps. Ensuite, un autre axe de cette stratégie, c'est l'alerte et l'aide à la coordination territoriale sur des stations prioritaires. Par exemple, la stratégie permet de mettre en place des expérimentations de gestion et des chantiers pilotes d'éradication. Donc là aussi, le programme ALIEM, dont a parlé Claudia tout à l'heure, nous aide beaucoup là-dessus. Et donc, ça participe aussi à l'élaboration de plans régionaux d'action et de lutte. Un exemple est une espèce du règlement européen, donc Alternanthera phylloxéroides, donc l'herbe à alligator, qui est une amarantacée d'Amérique du Sud, qui a été découverte donc, en région en 2013, donc, sur une station. Il y a pu avoir une expérimentation de gestion de réaliser, donc par différents arrachages annualisés et un arrachage puis un bâchage, excusez-moi. Et donc, il a permis de voir que l'expérimentation avec le bâchage, arrachage plus bâchage, marche bien. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fauche intempestive de l'espèce
Et malheureusement, actuellement, en 2020, lors des dernières prospections réalisées, on a découvert plus de 70 stations parce qu'il y a eu des fragments qui sont partis en aval. Et malheureusement, cette espèce qui se situe sur les bords de cours d'eau a une dynamique de prolifération assez importante. Un autre axe de la stratégie, ce sont les appuis techniques. Donc, nous aidons aussi les acteurs à faire des déclinaisons locales, mais aussi à suivre des stations qui sont gérées par des partenaires extérieurs. C'est un peu le cas de Akea Sericea, donc l'Akea Soyeux, qui est présent dans les Alpes-Maritimes. Là, vous pouvez voir sur la carte 3 zones, donc une qui a été éradiquée le plus à droite, à l'est, une zone dans le parc naturel de l'Estérel, donc qui a été gérée mécaniquement. Et donc, il y a eu des tests de germination qui ont été faits. Alors, l'Akea, il faut savoir qu'une fois que les fruits sont prélevés, au bout de 48 heures après le prélèvement, après la récolte, ils commencent à libérer des graines. Et il y a eu des tests de germination qui ont été faits et 100% des graines prélevées germent au bout de 3 jours. Donc, il y a une dynamique de prolifération importante pour cette espèce, de dissémination importante de cette espèce. Et donc l'objectif a été d'enlever mécaniquement l'espèce et de suivre l'évolution du site suivant le temps. Et donc, c'est encore en cours. Et il reste des actions à faire dans les zones en propriété privée, donc ce qui se fera grâce à ce programme. Ensuite, l'objectif de la stratégie, c'est la mutualisation des informations. Donc, comme je vous ai parlé du site InvMed, permet donc justement de mutualiser les retours d'expérience en région, notamment si des personnes ont des retours sur du contrôle, de la gestion de certaines espèces exotiques envahissantes. Ils peuvent justement faire partie du réseau, en fait. Le réseau, le même qu'a créé l'ARPAL suivant le programme Aliem, nous aussi, on a pu développer notre réseau régional. Et notamment aussi sur les insectes, donc avec la Ligurie, nous avons pu participer à la création donc, du site internet www.aliemnetwork.eu sur les insectes exotiques envahissants, donc notamment le charançon rouge du palmier, le pézandisia et d'autres espèces, comme le disait Claudie. Une autre partie de la stratégie, c'est la création et l'animation d'un réseau de veille et d'alerte. Alors, comment ça marche? Dès qu'il y a une observation d'une espèce exotique envahissante, il y a un contact du référent, donc par différents moyens, soit par téléphone, mail ou inscription de la donnée dans une base de données dédiée. Après, le référent traite l'information et si besoin, il retourne vers l'observateur pour justement pouvoir faire une alerte s'il y a besoin. Et donc, cette stratégie permet une animation d'un réseau d'acteurs sur le territoire, donc les gestionnaires pour aider à la gestion d'espèces exotiques envahissantes, pour des observateurs, des citoyens pour justement favoriser la détection précoce sur des espèces qui sont facilement reconnaissables, etc. Un travail avec des socioprofessionnels pour aider sur des bonnes pratiques de gestion, des décideurs politiques pour pouvoir travailler sur la prévention, sur la législation, qu'est-ce qu'il est intéressant de planter ou pas, et les forces de police pour la reconnaissance, pour les contrôles. Un dernier axe de la stratégie, c'est la communication, la formation et la sensibilisation. Donc il y a des formations qui sont faites. Donc, le programme Aliem a aussi beaucoup aidé à pouvoir sensibiliser et former un réseau d'acteurs beaucoup plus important. Et notamment en créant des outils de communication comme la mallette pédagogique ou en participant à la création donc, de cette exposition qui a été faite notamment par le département du Var et qui est actuellement à Livourne. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques exemples de gestion donc via le programme Aliem notamment qui ont été réalisés et dont on peut justement voir les résultats. Alors, le programme Aliem nous a permis de travailler sur le Sénétion anguleux, Sénétion angulatus, notamment dans le sud de la France. C'est une astéracée assez grimpante venant de l'Afrique du Sud, comme en a parlé Claudia tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 2009, il y a eu un état des lieux qui a été fait sur site. Il y a eu des tests d'éradication qui ont été faits sur cette espèce. Alors, la fauche, pour nous, n'a pas forcément marché. Au contraire, elle a permis la prolifération locale de l'espèce. Et donc, l'arrachage manuel était plutôt satisfaisant. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début du programme Aliem, il y a eu une obligation légale de débroussaillement. Donc, c'est un arrêté qui oblige les propriétaires à débroussailler autour de leur maison pour éviter la propagation du feu. Et donc, étant donné qu'il y avait potentiellement un risque de prolifération,
on a pu mettre en place, grâce au chantier Aliem, un état des lieux et donc des actions de gestion, donc par arrachage manuel et mécanique quand c'était sur une haie, là que vous voyez la deuxième photo. Les suivis, en fait, ont été réalisés jusqu'en 2019 et ont montré qu'il n'y avait plus aucune repousse. Il faut savoir que le taux de germination était assez faible. Il y avait 5% de graines qui avaient germé. Et donc, en 2019, il n'y avait plus aucune repousse. Et donc, on a pu réaliser la dernière étape, qui était une revégétalisation du site, suivant des espèces provenant de la marque Végétale Locale, qui est une marque de l'Office français de la biodiversité, qui permet justement d'avoir des semences locales issues d'espèces végétales sauvages. Et donc, on a pu retrouver donc un site de maquis sous pinède clairsemée comme c'était auparavant. Donc, on a pu réaliser des opérations de restauration écologique. Un autre exemple, donc, comme le montrait Claudia, c'est le mimosa d'hiver. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, cette espèce, en fait, elle peut coloniser de grands milieux naturels. En fait, elle est fixatrice d'azote aussi et est assez inflammable, ce qui est problématique par chez nous. Et donc, il y a eu des tests d'éradication qui ont été faits sur site. Et donc, il y a eu l'arrachage mécanique a beaucoup marché. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a marché. Et maintenant, on essaie d'enlever les drageons et les semis par arrachage manuel. Et donc, actuellement, grâce au projet Aliem, on fait les suivis en cours sur cette espèce. Une autre espèce présente dans les Alpes-Maritimes, donc la berce du Caucase, Heracleum montegasianum, qui est une espèce d'apiacée venant du Caucase, qui peut atteindre 3-4 mètres, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Des tests d'éradication ont été faits sur cette espèce. La fauche n'a pas marché, aussi elle la favorisait. Donc, ce qui a été préconisé, c'est qu'en 2013, le département des Alpes-Maritimes a décidé de faire de la coordination de plusieurs acteurs pour justement pouvoir faire un plan de lutte. Et l'arrachage mécanique à la mini-pelle a assez bien marché. Et donc, depuis, il y a un suivi de la banque de graines qui est fait chaque année. Et donc, on peut voir déjà que sur 5 ans, la banque de graines s'amenuise. Et donc, on continue chaque année de voir combien de repousses il y a sur site jusqu'à arriver à terme de la banque de graines. Une autre espèce qui est en exemple, c'est la pinguicule, la grassette, la pinguicule Hirtiflora, qui est présente aussi dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya. En 2012, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un plan régional d'action en faveur d'une grassette endémique, la pinguicule de Reichenbach, donc Reichenbachiana. Et en fait, il a permis de voir qu'il y avait une menace de cette espèce qui avait été introduite sur celles qui étaient endémiques, puisqu'elles avaient le même habitat, qui sont les finlaises sointantes, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, cette petite espèce carnivore, elle se met bien sur ces falaises. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, il y a eu un prélèvement. Donc, il y a eu 3 mètres cubes de déchets verts qui ont été prélevés. Ça s'est continué en 2013, donc il y avait 0,5 m3. En 2014, 0,1. En 2015, on a pu observer une recolonisation donc, de la grassette de Reichenbach. Donc, c'était assez intéressant. Et après 12 campagnes d'éradication, malheureusement, on n'a pas pu continuer pour cause de logistique, pour cause de Covid. Ça a été plus compliqué d'aller sur site. Et aussi, la tempête Alex, malheureusement, n'a pas permis l'accès à la falaise. Et donc cette espèce qui a été gérée via ce programme ne pourra pas continuer. Et donc, ce sera Akea sericea qui va pouvoir permettre d'être gérée suivant ce programme. Enfin, voilà, c'était des exemples de retour d'expérience en région PACA. On en a plusieurs qu'on met à disposition sur le site InvMed. Et donc, voilà, donc je vous remercie pour votre attention.